Bonjour à tous. J'étais dans la matinale de LCI, l'occasion de dire les choses telles qu'elles sont. Sans aucune déviation aux langues de bois, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, on a parlé du Covid, des libertés, du pass sanitaire et de tout le reste. J'ai abordé d'ailleurs les sujets un peu tabous sur cette affaire, parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire, sinon personne ne le fera. Mais on a parlé aussi de la grand-messe mondialiste actuellement, COP26. Est-ce qu'on est sérieusement écolo quand on est mondialiste? Quelles sont les arrière-pensées financières? Quelle est la vraie écologie, les vraies mesures à prendre? On a débattu de tout ça, c'est intéressant, je pense. Et puis on a parlé aussi du Frexit, de la sortie de toutes les instances supranationales. En tout cas, j'en ai parlé spontanément parce qu'il faut en parler. Quel impact, pour quelles mesures concrètes, quels projets sur la réindustrialisation, le pouvoir d'achat, les retraites, les salaires, l'immigration, la question énergétique, bref. Encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et ailleurs. Il faut mettre les pieds dans le plat, ce que j'ai tenté de faire dans cette interview. Vous verrez d'ailleurs que les manifestations ont un écho, on en a parlé. C'est pour ça que je vous attends. Ce samedi 6 novembre, plus d'un an de lutte, avec des victoires et des échecs. Il faut donc qu'on continue, qu'on amplifie et qu'on se renouvelle. Je vais donner la parole, si j'en trouve, à des gens qui parleront d'effets secondaires, pour eux ou pour leurs proches. Vous m'écrivez en privé sur Facebook, par exemple, si vous voulez témoigner. Il faut que ces gens-là aient la parole. Et le rendez-vous, ce samedi 6 novembre, est à 14 h à Paris pour le cortège national unitaire. Rendez-vous place de Barcelone, dans le 16e arrondissement. On marchera jusqu'aux fenêtres de Véran, place Pierre-Laroque, littéralement, avec nos drapeaux français, nos pancartes liberté, dans le calme, dans la paix, mais dans l'énergie. Donc avec ces prises de parole nouvelles, les inscriptions à l'association de défense des élèves et étudiants sur place, au collectif des travailleurs suspendus et vaccinés sous contrainte sur place, au métier de la culture sur place. Il faut faire de l'entraide. Et puis, évidemment, continuer. On a commencé samedi dernier à s'inscrire pour les volontaires qui veulent participer au blocage qui arrive dans les jours qui suivent. Et d'ailleurs, sous la vidéo en description, un formulaire pour s'inscrire au blocage partout en France si vous êtes volontaire. On sait qui est disponible département par département. Bref, je vous attends, faites venir aussi des gens qui n'ont jamais manifesté. Nous avons une pluie battante. Samedi dernier, normalement, la météo annonce qu'il fera bien meilleur, ce qui est quand même plus agréable, même si ça ne nous dissuade absolument pas. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Allons le plus vite possible vers les 300 000 abonnés. Je compte sur vous. C'est pour les algorithmes de YouTube, très important, ça prend une seconde. Et puis venez, ne restez pas seul à l'écart. On n'y arrive jamais à l'écart. Par contre, on y arrive collectivement. Et vous allez voir qu'on va y arriver parce que nous sommes dans une belle dynamique populaire. Largement plus de 30 000 adhérents à jour aux Patriotes. Le lien pour y adhérer ou reprendre son adhésion annuelle est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. En fin d'interview, en cliquant là ou là sur l'écran, vous choisissez donc, en tout cas, ce qui est certain, dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Ou les bienvenus à nouveau si vous reprenez votre adhésion annuelle. C'est formidable de se battre ensemble pour une belle cause. Ça recrée de l'humanité, de la chaleur et de l'efficacité. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux patriotes et donc à la résistance tout entière, puisque nous n'avons pas un centime de l'État, je vous le rappelle. Il y a l'opposition contrôlée et il y a ceux qui n'en sont pas, qui ont l'oligarchie face à eux. Nous en sommes. Donc le lien pour faire un don de soutien aux patriotes est sous la vidéo en description. Bravo d'avance à ceux qui le font, ça permet de financer tout ça et tout le reste. Sinon on n'y arrive pas, on n'a que les adhérents et les donateurs. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bienvenue d'avance et bravo d'avance aussi à ceux qui font un don à la résistance aux patriotes. Bonne interview, vive la France. Bonjour Florent Philippot. Bonjour. Vous êtes président des Patriotes, merci d'avoir accepté l'invitation d'LCI. S'ouvre aujourd'hui la COP26 à Glasgow. On vous entend peu parler d'écologie, peut-être parce qu'on vous questionne peu sur le sujet, je ne sais pas. Ça fait partie des préoccupations, de vos préoccupations ou pas plus que ça? Si, bien sûr. J'en ai parlé dans mon discours d'ailleurs de lancement de campagne dimanche dernier. De campagne présidentielle. De campagne présidentielle, tout à fait. Candidat à l'élection présidentielle, exactement. On va y revenir. J'ai fait un meeting dimanche dernier, le discours est sur ma chaîne YouTube. Moi je pense, si vous voulez, que ces grands-messes, en réalité, manquent le sujet essentiel. En matière d'écologie, le sujet essentiel, c'est l'organisation générale du commerce dans le monde, du système économique. Et notamment, le gros problème, le point noir, c'est le libre-échange. Si on veut vraiment, j'entendais ce matin un reportage en disant en Europe de l'Est, Alibaba, le chinois, est devant Amazon, vous voyez, l'américain. Pourquoi? Parce qu'Alibaba fait venir énormément d'avions pour livrer. Donc ça va plus vite que Amazon qui est sur les cargos. Alors ils sont, tout est un peu bouché en ce moment dans les ports, etc. Donc je réfléchissais à ça, je me dis mais ce modèle-là, il n'est pas tenable.
Parce qu'évidemment, ça suscite énormément de pollution dans l'air, sur les océans, sur les mers, puis dans les sols. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est aller vers plus de relocalisation, de protectionnisme, de relocalisation des activités, des circuits courts. Et ça, c'est pas du tout le sujet qu'aborde la COP26. La voiture est polluante. La voiture est polluante, oui. Enfin, ça dépend comment elle fonctionne, la voiture. Bah, la voiture est polluante. Les moteurs thermiques sont polluants. Ah oui, non, mais moi, vous savez, moi, je suis pas du tout favorable à ça, mais je pense que la France a un espace maritime gigantesque, le 2e du monde, 11-12 millions de kilomètres carrés grâce à l'outre-mer, bon, formidable. Il y a une technologie pour les biocarburants en micro-algues. C'est quelque chose qui est développé depuis plusieurs années. La France devrait mettre le paquet là-dessus, parce que ça, c'est pas polluant. Oui. Et là, on a des ressources quasiment infinies, si ce n'est totalement infinies. Pareil, je n'ai pas bien compris pourquoi on avait fermé Fessenheim. Je me suis battu dans le Grand Est au Conseil régional contre cette fermeture, mais qui a été décidée par François Hollande. Mais Emmanuel Macron aurait pu la bloquer. Bah non, il l'a pas bloquée. Je parlais de la voiture parce que dans les villes, on voit, Paris est exemplaire de cela, mais d'autres villes, en France, en Europe, on voit la place de la voiture se réduire. Alors il y a des gens qui disent... c'est pas bien, parce que moi j'ai besoin de la voiture pour travailler. Vous penchez de quel côté? Ah ben moi, attendez, je veux remettre les choses à leur place. L'essentiel de la pollution dans le monde aujourd'hui, c'est pas du tout la voiture à Paris ou des gens qui en ont absolument besoin pour aller travailler. Mais je me rends compte que c'est eux qu'on tape en permanence. Ouais. C'est eux qu'on culpabilise. C'est tout la pollution. Ouais, il vaut mieux quand même cibler ce qui fait 50% de la pollution que ce qui fait 0,5%. Transport aérien, c'est très peu, par exemple. Ah si, transport aérien, c'est beaucoup. 2% des émissions de kérosène, etc. Enfin, transport aérien, mais moi je parle du libre-échange, c'est aussi tout. Et le libre-échange, c'est moins le transport aérien, peut-être à part Alibaba, mais sinon c'est surtout les bateaux qui sont, eux, extraordinairement polluants. Puis si vous voulez, c'est un système, regardez, en Europe, on passe des traités de libre-échange sans arrêt. Donc on va aller chercher du poulet chloré américain ou du bœuf aux hormones brésilien, alors qu'on a d'excellents produits français qu'on pourrait d'ailleurs aider à être davantage bio, davantage sur circuit court, etc. Bah non, on va faire ça. Donc là, si vous voulez, il faudrait que la France récupère la compétence commerciale. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe qui gère. Donc l'Europe passe des accords de libre-échange avec le monde entier. Mais ça, la COP26, vous n'en parlez pas. Personne n'en parle. Même Greta Thunberg, quand elle vient faire son show régulièrement... Vous l'aimez pas? C'est pas elle personnellement, j'ai rien contre elle, mais ce qu'elle incarne, si vous voulez, elle est utilisée par des gens qui ont une vision financière et mondialiste de l'écologie, où on tape sur les petits, on les culpabilise, alors que les grands enjeux, qui sont les grands enjeux polluants, ne sont pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il s'agirait de remettre en cause un système économique qui est rentable pour ces gens de la COP26. Greta Thunberg, puisque vous en parlez, c'est toujours intéressant. Elle exprime une préoccupation que beaucoup de jeunes ressentent. Elle est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'elle touche une grande partie de la population, notamment les plus jeunes. Et vous qui faites une activité de représentation politique, vous ne pouvez pas être insensible à ce phénomène quand même. Oui, mais je dépasse un tout petit peu, excusez-moi, le discours publicitaire. Quand Greta Thunberg va en juillet 2019 à l'Assemblée nationale et qu'elle est interrogée par un député, je ne sais plus lequel, sur la ratification l'après-midi même à l'Assemblée nationale du traité CETA, vous savez, le traité entre l'Union européenne et le Canada, elle répond « I don't care ». C'est-à-dire, je m'en fiche. On ne peut pas, si on est sérieusement écolo, mettre de côté la question du libre-échange et de ces accords-là, parce que c'est l'essentiel du problème. Voilà. Donc, il y a ça, il y a réfléchir à nouvelle... D'accord. Pour vous, c'est pas très sérieux. C'est pire que ça. Parce que moi, je pense que si on regarde la faune qui navigue autour des COP26, etc., ce sont des gros cabinets d'avocats, des grosses ONG, des organisations supranationales comme l'Union européenne, etc., qui sont en fait des machines à faire du cash pour certains. Donc, en fait, de l'argent. De l'argent. Donc en fait, il y a un système économique, il y a un écosystème, sans jeu de mots, de l'écologie qui nourrit grassement certains acteurs professionnels de l'écologie mondialiste. En fait, ça ne sert strictement à rien si ce n'est à nourrir certains de ces gros acteurs, des cabinets d'avocats, des campagnes de communication, etc. Et à côté de ça, les vrais enjeux, ils ne sont surtout pas abordés. C'est ça que je reproche, moi, aux écolos, c'est cette hypocrisie. Un peu complotiste, ça, non? Un peu les cabinets qui font du cash, les... si vous ignorez, des gens sincères, si vous ignorez que les cabinets font du cash, que les banques sont là pour faire du cash, et les agences de com aussi, si c'est ça du complotisme, tout est complotiste. Moi aussi, tout le monde fait du cash. Il n'y a pas des gens sincères dans leur démarche. Beaucoup moins que moi. Il n'y a pas des gens sincères dans leur démarche.
Je ne sais pas trop comment recevoir Vous savez, votre affirmation. Alors, c'est pas le plus important. quand on est pris dans un système, c'est pas qu'on est sincère ou pas sincère, c'est qu'on est pris dans un système. Voilà. Quand on vous explique que c'est la COP26, la grand-messe qui va régler le problème de l'écologie, alors que des grands-messes, il y en a depuis 1992 et que ça n'a rien réglé du tout, vous êtes pris dans le système. Voilà. Et si au passage vous pouvez faire de l'argent, vous faites de l'argent. Mais moi, je dis à côté, pourquoi vous avez des œillères et que vous ne regardez pas la question du libre-échange? Ah, bah parce que la question du libre-échange, ça appauvrirait ces gens-là. Voilà. Bon. C'est tout. Votre combat ces derniers mois, c'était une opposition résolue au pass sanitaire. Notamment. C'est la face émergée de l'iceberg, ça. De votre combat. Des quelques icebergs qui subsistent. Ouais, enfin, on vous a beaucoup vu dans ce rôle-là. Oui, moi je suis en manif depuis plus d'1 an. Voilà. Donc, sur toutes les restrictions sanitaires, les restrictions de liberté. Plutôt un échec qu'une réussite, non, votre combat? De toute façon, ça ne s'apprécie pas à cette aune-là. Je pense que quand on a des convictions, on mène un combat. Moi, je mets énormément... des conclusions aussi, les combats qu'on tire. On se fait entendre, on fait partager son combat ou pas. J'ai le sentiment quand même qu'il y a des prises de conscience, que ça passe moins facilement qu'avant, qu'au Sénat, ils n'ont pas voté l'obligation vaccinale, alors que c'était couru d'avance, on s'est bien mobilisé, qu'ils n'osent plus faire tout à fait ce qu'ils veulent, qu'il y a quand même des débats maintenant sur cette histoire de est-ce qu'il faudra une troisième dose pour revalider son pass. Sur la question des principes, est-ce qu'on peut accepter sérieusement que nos libertés fondamentales soient conditionnées à une injection, qu'elles soient emprisonnées dans un QR code qu'on doit montrer 5-6 fois par jour pour prendre un café, pour prendre un train, pour garder son boulot? Je pense que ces débats ils progressent, et s'il n'y avait pas de mobilisation, les manifs, les blocages qui arrivent, les grèves organisées par les patriotes ou pas, je pense qu'on ne parlerait de rien et qu'on avancerait en mode bulldozer et qu'on aurait de moins en moins de liberté. Alors malheureusement, c'est pas un combat facile. Nous avons face à nous des gens extrêmement puissants. Mais nous avançons, nous sensibilisons et j'appelle tout le monde à ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Vous n'êtes pas vacciné, hein? Non, je ne suis pas vacciné, non. Bah, de toute façon, c'est pas... Si vous voulez, en me mettant un pistolet... le virus revient, là, pas trop de crainte, pas trop d'inquiétude personnelle, je veux dire. Vous voyez, le taux de circulation du virus, enfin, la vitesse de circulation du virus augmente. Ouais, et puis, vous savez qu'elle augmente même... Vous savez quel est le taux d'incidence dans le département de la Vendée? Non. 92 ou 93, soit 80% de plus que la moyenne nationale. Or, c'est le département le plus vacciné de France. 96,9% des plus de 12 ans sont vaccinés. Remonter aussi là-bas, d'ailleurs, des réanimations, des hospitalisations, etc. Il faut peut-être se poser quelques questions à certains moments. Si vous voulez, si c'était si formidable, si c'était aussi simple que le taux de vaccination faisait chuter l'épidémie, voire la faire disparaître, ce qu'on nous promettait il y a 6 mois, manifestement, c'est pas ce qui se passe. Allez voir à Singapour, ça explose, alors qu'il y a 83% de double vaccinés, soit plus qu'en France. Ils n'ont jamais eu autant de cas et autant de morts, même de formes graves. Donc si vous voulez, moi je pense que la vaccination doit redevenir ce qu'elle est, un acte médical au cas par cas, et certainement pas une espèce d'obligation sociale, sinon mort sociale, sinon sous-citoyen. Moi je suis un sous-citoyen depuis des mois, parce que je boycotte le pass, parce que je vais plus dans tous les lieux soumis à pass, etc. Mais je l'assume, voilà. Et je veux qu'on sorte de cette société complètement dingue, où en fait on est mis en esclavage, domestiqué comme peuple. Alors on nous enlève nos libertés, on va nous enlever quoi demain? L'argent liquide, on va nous enlever la maison individuelle. Quel intérêt de nous enlever nos libertés pour reprendre... Quel intérêt de nous enlever nos libertés? Je pense qu'il est bien préférable d'avoir face à soi un peuple qui reste à la maison bien docilement à regarder ses séries sur Netflix et à ne pas trop réfléchir, qu'un peuple conscient de ce qui se passe et qui revendique ses droits fondamentaux, c'est-à-dire ses libertés, sa liberté aussi de se rassembler, sa liberté de travailler. Moi, je pense à tous ces dizaines de milliers d'infirmières, de militaires, de pompiers, de soignants, de médecins, de dentistes, etc., qui sont actuellement suspendus. Et en plus, 15 départements socialistes voudraient y ajouter la suspension du RSA. Ça, c'est un débat un peu technique, on ne va pas y venir. Mais est-ce que vous pensez parfois aux familles de victimes qui... un des proches est entré à l'hôpital, il a été contaminé par le Covid à l'hôpital et ils disent c'est inacceptable. Vous pensez à eux des fois? Évidemment que je pense à eux. Vous y pensez comment? J'y pense en me disant que ce serait bien qu'on arrête de fermer des lits à l'hôpital pour ces gens-là. Eux disent personnel soignant non vacciné, Covid qui se transmet davantage, et donc mon père, ma mère, mon frère est mort du Covid, il l'a attrapé à l'hôpital. Oui, est-ce que vous y pensez à eux? Voilà, oui, je pense à eux, mais les choses ne sont pas si simples que ça. Peut-être qu'ils sont arrivés à l'hôpital aussi dans un service où on a fermé des lits, on a moins de personnel. Vous avez vu ce qu'a révélé le Conseil? C'est pas la question... Ah bah oui, mais c'est lié, tout est lié. Non, là, si vous avez moins de personnel, effectivement, vous pouvez moins bien vous occuper des malades, et vous avez plus de risques de maladies nosocomiales, vous avez plus de morts, etc. Or, ce qui est en train d'être fait, c'est un carnage de l'hôpital public français. Les plaintes que j'évoque qui ont été déposées n'avaient rien à voir moi, je vous réponds avec la diminution du nombre de soignants. Mais c'est
c'est forcément lié, vous savez. Moins il y a de soignants et moins il y a de lits, moins on prend en charge et de manière correcte les malades. Et vous avez vu ce qu'a dit le conseil scientifique, 20% des lits actuellement à l'hôpital fermés faute de soignants. Enfin, c'est quoi? La France, c'est le tiers-monde. Non, mais c'est honteux. Faute de soignants parce qu'on en a suspendu 15 000 déjà. Non, mais parce que on en a suspendu 15 000 des gens n'ont plus envie septembre. de faire ce type de travail, trop difficile. Pas assez bien payé. Ben oui, pas assez bien payé, mal considéré, obligation vaccinale, ça. Puis je pense aussi d'ailleurs à tous pour ceux... les payer davantage, il faudrait augmenter les impôts. Et voilà. Bah forcément, on a mis 600 milliards d'euros de dettes pour rien. Là, donc vous savez, c'est pas forcément lié aux impôts, tout ça. Je pense aussi d'ailleurs à ceux qui se retrouvent... Si on embauche les gens, c'est bien les impôts qui les payent. Bah, je sais pas, là on a mis dans l'hôpital public. Vous qui êtes très sensible à la dette, je le sais. Mais je dis pas qu'il faut pas y être sensible. C'est pas idiot, hein, d'être sensible. Je dis pas qu'il faut pas y être sensible. Mais enfin, vous avez remarqué quand même qu'on a claqué, on a flambé 600 milliards d'euros pour rien dans la crise Covid. Pour rien, je sais pas, mais on les a claqués. Vous avez tant de pays qui n'ont pas du tout fermé leurs restaurants, etc., qui s'en sortent finalement aussi bien, voire mieux que nous, comme la Suède. Ils n'ont pas claqué autant d'argent. Mais je pense aussi d'ailleurs à ceux qui sont rentrés à l'hôpital pour effet secondaire des vaccins. Ça, personne n'en parle. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'en parler parce que sinon on est censuré immédiatement sur les réseaux sociaux. Si on n'a pas le droit d'en parler, on va changer de sujet. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. C'est dur de récupérer les parrainages? C'est pas facile. Oui, bien sûr, c'est difficile. Vous en avez combien aujourd'hui? Ça, je donne pas de chiffres parce que c'est compliqué, mais on a une belle organisation, on a plus de 32 000 adhérents un jour aux Patriotes, donc on est un très gros mouvement. Donc on a plein de gens très motivés qui cherchent sur le terrain, et je les en remercie, je les en félicite, et il faut y aller à fond, parce que moi, j'ai pas à appuyer comme les candidats du système ou de la fausse opposition sur un bouton et mes parrainages qui tombent. C'est pas du tout comme ça que ça se passe chez nous. Si vous parvenez à être candidat, vous serez l'un des seuls à demander la sortie de l'euro. Plus personne ne la demande. Sortie de l'Union européenne et de l'euro. De l'Union européenne. Je vais même faire mieux, sortie de l'OTAN, sortie de la Convention européenne des droits de l'homme, sortir de Schengen. Pourquoi la Convention européenne des droits de l'homme? Parce que c'est curieux, votre mouvement se nomme les Patriotes. S'il y a une Convention européenne des droits de l'homme, on peut se dire que ça fait partie de l'héritage historique de la France. Oui, mais curieux, vous savez, la DDH, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, est dans la Constitution française. Donc on a déjà intégré le corpus des droits de l'homme dans notre droit fondamental. Oui, ça oui, bien sûr. C'est curieux. Beaucoup de candidats, chez les Républicains aussi, montrent cette cour comme l'abomination, la Hongrie, la Pologne. Bon, c'est notre héritage, c'est nous, Français, qui, je ne dis pas qu'on a légué ça à l'Europe, mais tout de même, mais vous êtes pas naïf. Ça appartient au patrimoine français. Non, mais non, mais là, c'est un slogan, en droit de l'homme. Il faut aller voir derrière ce que dit vraiment cette cour. Cette cour, par exemple, elle vous oblige à garder des gens, y compris condamnés sur votre sol pour terrorisme, parce que si on les renvoyait, par exemple, en Algérie ou dans un autre pays, je prends des cas précis qui ont été jugés, alors ils seraient maltraités en prison, donc on les garde en France. Vous voyez, ou bien elle oblige au regroupement familial. C'est obligatoire. Donc tous ceux... Vous voyez, moi, voilà pourquoi je veux quitter ces cours. Enfin, toutes ces instances, elles ont un point commun. Je ne les cite pas au hasard. Elles sont supranationales. Moi, je suis pour la coopération entre les pays, mais à condition qu'on garde notre souveraineté. Je suis contre tout ce qui est supranational, qui crée un droit au-dessus de nos lois et des nations. Parce que sinon, ça veut dire que toutes nos campagnes électorales sont des campagnes d'opérette. Et d'ailleurs, j'en appelle... Les droits de l'homme, c'est supranational. On a toujours parlé avec mais je pense que nous sommes parfaitement capables de les défendre l'universalisme français. Donc, mais nous sommes capables de les défendre. C'est logé dans ce type de Non, mais là, ils sont dévoyés par cette cour. Vous savez, parce que je pense que les fact-checkers, ceux qui vérifient les faits dans les rédactions de presse, il y a un boulot qu'ils devraient faire pendant cette campagne présidentielle, c'est prendre toutes les promesses des candidats qui vous disent « moi, je vais arrêter l'immigration, moi, je vais réindustrialiser la France, moi, je vais augmenter les salaires et les retraites ». Très bien, mais voir si c'est compatible avec notre maintien dans l'Union européenne, l'euro, la CEDH, Schengen et l'OTAN, comme généralement ils le proposent à côté, puisque vous avez raison, je suis un des seuls qui propose de sortir de tout ça. Et vous allez voir, si les fact-checkers font bien leur boulot, que c'est parfaitement incompatible. Arrêter l'immigration, ça veut dire plus d'étudiants étrangers en France, par exemple? Non, j'ai pas dit qu'il fallait réduire à zéro. Je pense que les étudiants étrangers, c'est pas un problème. Au contraire, ça peut être une richesse, à condition qu'on vérifie qu'il n'y ait pas des filières, comme il y en a, de faux étudiants, etc., qui profitent des cartes de séjour. Mais sinon, bien sûr que non. Mais moi, je pense que donc arrêter l'immigration, c'est stupide de dire ça. Bah, c'est pas arrêter. Pourquoi c'est stupide? Parce qu'il y a un mouvement des populations depuis la nuit des temps. On vit avec. Un mouvement, bien sûr. Mais enfin, pas à ce point-là, si vous voulez. Pas faire venir chaque année des centaines de milliers de personnes. Quelle est l'immigration qui gêne? L'immigration qui vient du Nord. Vous savez pourquoi on fait venir de l'immigration massive depuis tant d'années? Pourquoi ça continue et ça s'amplifie? Parce qu'on fait baisser les salaires avec, parce qu'on déstabilise et on fracture les nations avec, parce qu'on détruit les modèles sociaux avec, pareil avec le travail détaché que nous impose l'Union européenne. Moi je dis tout simplement, si vous voulez arrêter ça, il faut sortir de l'Union européenne et de la CEDH, sinon vous parlez dans le vide.
Sinon, vous ferez comme Sarkozy 2007, qui avait des slogans tapageurs sur l'immigration. Vous savez, vous vous souvenez, les moutons dans les baignoires, on va passer au Karcher, les racailles ou je ne sais quoi. Puis ça n'a rien donné du tout. Il a fait encore plus d'immigration que Jospin parce qu'il est resté dans ce système-là. Mais je dirais la même chose sur la réindustrialisation. Tous ceux qui vous disent on va rapatrier les activités économiques, je suis pour. On va relocaliser, on va arrêter les délocalisations. On va donc pouvoir faire de la France de nouveau une terre de création, de production, d'innovation, augmenter les salaires. Il le faut, augmenter massivement les salaires, les retraites. Mais qui en même temps vous disent on reste dans l'euro, sont des guignols, pour reprendre le terme de Madame Hidalgo. Hidalgo hier au grand jury. À propos d'Éric Zemmour, qu'est-ce que vous pensez de la percée d'Éric Zemmour? Vous connaissez encore mieux que moi les campagnes électorales et vous savez qu'il y a des périodes comme ça. Non, c'est pas une réponse. Qu'est-ce que vous pensez des thèmes qu'il installe? Je pense qu'il a profité, très honnêtement, je vais vous dire sincèrement, je pense qu'il a pu manger énormément l'électorat de Marine Le Pen parce que Marine Le Pen est extrêmement affaiblie depuis son débat de second tour de 2017 et puis l'abandon par le RN justement de tout ça. Quand je suis parti, c'est parce que le RN a abandonné le Frexit. Puis ils ont abandonné depuis la sortie de Schengen. Le message principal d'Éric Zemmour, c'est pas le Frexit. D'ailleurs, non, mais ça il n'envisage pas du tout de sortir de l'Europe et de l'euro. Mais ça a affaibli totalement. C'est un discours anti-musulman, anti-islam. Ça a complètement déstructuré. Ça a complètement déstructuré le RN. Et par ailleurs, au RN, plus personne ne croit que Marine Le Pen peut gagner, à commencer par elle-même. C'est durable, Éric Zemmour? Je ne sais pas. J'en sais rien. C'est un concurrent pour vous? C'est une gêne pour vous? C'est un candidat compétiteur. Il a l'air de vous embarrasser un peu. Parce que non, il m'embarrasse pas. Vous n'y répondez pas avec... Non, parce que alors, je suis extrêmement serein là-dessus. Si vous écoutez mon discours de lancement de campagne, je ne tape pas sur les autres. Le seul sur qui je tape, c'est Macron parce qu'il est au pouvoir. Voilà, c'est tout. Donc si vous voulez, les autres, moi j'ai fait la campagne d'ailleurs de Chevènement en 2002, qui est montée à 14%. J'ai connu, comme vous, Arlette Laguillet, un mois avant le scrutin, à 12%. Je dis pas que c'est ce qui va se passer pour Éric Zemmour, j'en sais rien. Je dis simplement, si vous voulez parler d'Éric Zemmour, moi je dis simplement qu'il propose des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je ne le suis pas, et il propose des choses qui me semblent pas réalisables du tout si on reste dans le système supranational, oligarchique. Vous qui êtes gaulliste, quand vous l'entendez parler du maréchal Pétain, ça vous procure quel sentiment? Ah non, mais je suis furieusement anti-maréchal Pétain, ça c'est très clair. Je vais d'ailleurs, comme chaque année, le 9 novembre à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage au général de Gaulle, le jour de sa mort, anniversaire. D'ailleurs, il paraît que cette année, il y aura un monde fou. C'est marrant parce que moi, j'y vais tous les ans. Il y a des années, il n'y a personne. Peut-être que parce qu'il y a une campagne présidentielle. Voilà. Il y a des années, il n'y a personne, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de caméras. C'est la grande réussite de Gaulle, de rester une référence pour tout le monde. Oui, mais ce qui est triste, c'est de voir que... Il n'appartient à personne, il ne vous appartient pas, il n'appartient pas. Ah ben ça, il appartient à tous les Français. Mais je vais vous dire... Et on dit même qu'Éric Zemmour devrait se déclarer le 9 novembre. Je ne sais pas. Mais ce qui est très triste, je vais dire un peu désolant, c'est de voir, moi je l'ai constaté, à chaque fois qu'il y a une élection quelques mois après le 9 novembre, il y a toujours foule de politiques qu'on ne voit pas les autres années. Et ça, honnêtement, c'est pas très bien. Et vous y serez parce que vous y êtes toutes les années. Dernière question, si vous n'avez pas vos signatures, vous appellerez à voter Éric Zemmour? Moi j'aurais mes signatures, non, si vous ne les avez pas? Je n'envisage pas cette possibilité. Je demande à nos adhérents de continuer le travail. Et puis aux maires, je les appelle fraternellement à faire leur boulot républicain, c'est-à-dire de permettre à tous les candidats, tous les courants d'opinion. J'ai fait 7%. Tous, parce qu'on aurait 50 candidats. Oui, mais j'ai fait 7% régional Grand Est en juin dernier. Nous avons plus de 30 000 adhérents. Nous mettons chaque samedi un monde fou dans la rue. Nous représentons quelque chose. Il faut bien souhaiter... il faut être là dans la campagne présidentielle. Il faut bien souhaiter que tous les candidats n'aient pas leur signature, sinon on ne comprendra plus rien. Oui, mais dès que vous êtes représentatif, il faut que vous les ayez. Ah, mais qui est représentatif? Donc, vous savez, le problème, c'est pas tant les concurrents, c'est les maires qui ne parrainent plus personne. Moi, je les appelle à avoir ce courage de le faire et à ne pas céder aux pressions. Et ils verront qu'une fois qu'ils l'ont fait, il n'y a pas de problème. Merci, Florian.